qui m'est apparu quand j'ai commencé à faire cette recherche sur les controverses américaines sur l'islam qui ont éclaté depuis 2008, c'est qu'elles n'opposent pas une minorité musulmane qui se vit comme persécutée à une majorité anti-musulmane, non musulmane. Et le prisme de lecture qui consiste à dire c'est une histoire d'islamophobie contre l'islamophilie ne m'a pas paru pertinent et adéquat pour éclairer ces controverses. Ce qui m'a paru plus intéressant, c'est de voir comment, à travers ces controverses sur l'islam, se jouait finalement un conflit entre deux conceptions opposées de la démocratie, de la nation, de l'identité américaine. Et plus précisément, ce qui me paraît être important, c'est une opposition entre deux conceptions fondamentalement contradictoires du vivre ensemble, du contrat social, une conception libérale et une conception illibérale ou antilibérale. Quand je dis conception libérale, il ne s'agit pas d'une certaine conception économique, j'utilise le mot libéral au sens de la théorie politique libérale du vivre ensemble qui considère que les conditions de l'égalité, de la justice doivent être déconnectées de la conception morale de la vie bonne et du bien, et que pour appartenir à une communauté, pour être inclus dans une communauté, il n'est pas nécessaire d'adhérer à une conception particulière du bien, d'un Dieu, de la religion. Et en face de cette conception, on a une approche tout à fait différente du vivre ensemble qui consiste à dire que pour être inclus dans une communauté, au contraire, il faut partager un certain nombre de conceptions du monde, d'émotions, de comportements. Et cette opposition est assez flagrante dans la controverse que j'étudie dans le premier chapitre, qui est la controverse concernant la construction de la mosquée de Ground Zéro. Et le slogan qui permet de résumer cette affaire, c'est vraiment le mot que disaient les opposants à la mosquée de Ground Zéro, qui était de dire it's not about rights, it's about what is right. Ce n'est pas une question de droit, c'est vraiment une question de ce qui est approprié. Nous savons très bien que les musulmans ont en théorie le droit de construire une mosquée, que c'est protégé par la Constitution. Nous ne contestons pas ça, mais pour nous, cette histoire de droit n'est pas pertinente. Ce qui nous concerne ici, c'est le fait que construire une mosquée à cet endroit si proche du site de Ground Zéro, ça nous offense. Et donc en insistant pour exercer leurs droits constitutionnels à cet endroit précis, les musulmans se montrent incapables de comprendre que ça nous offense, que ça nous fait souffrir. Ils se montrent incapables d'empathie. Et donc je trouve que cette opposition de l'argumentaire de l'offense morale, de l'empathie, de la souffrance à l'argumentaire libéral des droits, c'est leur droit de propriété et droit de la liberté religieuse, nous n'avons pas à discuter davantage, est très intéressante et nous amène à réfléchir plus qu'à une question d'opposition à l'islam, à une question d'opposition entre ces deux conceptions de la démocratie. En effet, le paradoxe, c'est que de 2001 à 2008, d'une certaine manière, le discours de George Bush qui consistait à dire « nous ne sommes pas en guerre avec l'islam à l'intérieur de l'Amérique, mais simplement à l'extérieur. Nous sommes en guerre contre le terrorisme, l'islamisme radical, mais à l'intérieur, on n'a pas de problème avec l'islam, les musulmans américains ont une place dans la nation ». Ce discours-là a pris d'une certaine façon jusqu'à 2008 et a permis, paradoxalement, d'apaiser les tensions, et même s'il y a eu un vrai backlash contre les musulmans américains après le 11 septembre, il n'a pas été si important qu'on a pu le dire. En revanche, à partir de 2008, on voit vraiment une augmentation impressionnante du nombre de controverses qui concernent l'islam comme problème de politique intérieure. Donc les gens se mettent à se mobiliser pour s'opposer à la construction de mosquées, pas seulement à New York, mais même dans des toutes petites villes. Une ville que j'étudie dans le livre, c'est la ville de Murfreesboro dans le Tennessee, qui est une ville où il y a une communauté musulmane très très petite, mais malgré tout, à partir de 2008, ça devient véritablement un problème pour un certain nombre de communautés. Et les facteurs qui permettent d'expliquer ce tournant de 2008, c'est bien sûr le traumatisme que représente pour une partie du public américain de la droite conservatrice
l'élection du premier président africain-américain. Et ce que j'essaye de démontrer, c'est que la critique de l'islam est aussi souvent une manière déguisée de formuler une critique raciste sans le dire. Donc ça, c'est un premier point. Bien sûr, le contexte de 2008 est important parce que c'est la crise économique et la montée des Tea Party et d'un discours populiste qui consiste à s'opposer pas simplement à l'islam, mais vraiment à ce que ces mouvements populistes appellent la juristocratie, la dictature des juges libéraux, à s'opposer à la naïveté des démocrates et d'Obama qui mènent l'Amérique au désastre selon eux. Donc là encore, c'est une manière d'inscrire cette problématique de l'opposition à l'islam dans la problématique plus générale d'un contexte de peur, de sentiment de déclin d'une partie des Américains. Et un dernier facteur qu'on peut mentionner, c'est l'importance, alors là, dès avant 2008, plutôt à partir de 2006, de l'influence de certains groupes de la droite radicale européenne. Et on voit se créer des réseaux transatlantiques anti-musulmans. Donc par exemple, des groupes qui se créent en Italie ou en Angleterre ou aux Pays-Bas pour formuler des argumentaires anti-musulmans deviennent, même si de façon discrète, assez influents aux États-Unis. Il y a des différences entre la façon dont l'Amérique gère la question religieuse et la question du sécularisme et la façon dont l'Europe la gère. Cela dit, il faut faire peut-être attention et pas parler de modèles opposés parce que justement ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de stéréotypes de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe et en particulier en France, on aime à se représenter l'Amérique comme une terre de vieux bigots évangéliques qui passent leur journée à l'église et où le religieux aurait un grand impact dans la vie publique. Et c'est une image qui est fausse dans la mesure où le premier amendement a un rôle déterminant dans la vie politique américaine, où il y a une tradition et un attachement très fort à l'idée de séparation entre le religieux et le politique, et une tradition anti-établissement, où vraiment l'idée que le gouvernement pourrait subventionner des églises ou des cours religieux est très problématique. Donc il faut mettre ce stéréotype d'une politique religieuse américaine il faut nuancer cette idée et puis prendre aussi en compte le fait que, contrairement à l'idée d'une société très religieuse, le mouvement actuel, sociologique actuel en Amérique, c'est plutôt un mouvement vers la sécularisation. Par exemple, ce qu'indique un certain nombre d'enquêtes, c'est qu'environ 25% des gens qui ont entre 18 et 30 ans se disent non affiliés. C'est le mouvement des nones, ce qu'on appelle les nones, et qui est un mouvement qui est en pleine croissance. Et c'est ça qui fait peur plus que l'islam d'une certaine façon en Amérique, cette potentielle sécularisation de la jeunesse. Donc en ce sens, il faut remettre en question l'idée d'une Amérique religieuse, et il faut aussi peut-être remettre en question l'idée que l'Europe gérerait de manière homogène la question religieuse, puisqu'il y a des modèles très très différents. La France n'a pas la même tradition que le Danemark ou l'Italie. Cela dit, si on veut mettre l'accent sur une certaine différence, on pourrait insister sur le fait que quand l'Amérique parle de liberté religieuse, elle parle essentiellement dans une perspective un peu protestante de la liberté des individus à croire en ce qu'ils veulent. C'est la liberté de la foi, la liberté de l'individu à croire en la croyance qu'il souhaite. En revanche, même si ce sens existe également en Europe, lorsqu'on parle de liberté religieuse en Europe, on lie toujours cette question-là à la question de la place de la religion dans la culture publique européenne. Et un exemple assez important de cette différence, c'est l'affaire Lozzi qui a eu lieu en Italie lorsque il s'agissait de savoir si on pouvait continuer à accrocher des crucifix dans les salles de classe
italienne. Et au terme de débats longs et de multiples rebondissements, ce qui s'est passé, c'est que l'argumentaire qui a prévalu a été de dire oui, ce n'est pas contraire à la laïcité ou au sécularisme d'accrocher des crucifix parce que c'est simplement conforme à la culture italienne. Et donc cet argument de la culture, de la tradition est beaucoup plus présent dans beaucoup de débats européens, et c'est ça qui sans doute est un élément de la différenciation importante entre la place du religieux et le sens de la liberté religieuse en Amérique et en Europe.